En octobre 2025, le Sahel a cessé d'attendre et a levé la tête. En 48 heures, trois armées africaines, Burkina Faso, Mali et Niger, ont brisé un couloir terroriste donné pour éternel, sans conseillers étrangers ni parapluie d'autorisation, seulement des cartes pliées et des liaisons chiffrées. Mais derrière les cartes et les drones demeurait une question directe. Comment Ibrahim Traoré a-t-il transformé le silence en stratégie, puis la stratégie en victoire vérifiable et durable? Sous le sable, une vérité s'est réveillée. L'Afrique n'attendait plus le salut, elle le rédigeait elle-même, ligne par ligne, avant l'aube. Le 25 octobre 2025, à l'aube, les écrans tactiques de Ouagadougou, Bamako et Niamey s'illuminaient en même temps. Ce jour-là, Ibrahim Traoré n'annonça pas une bataille, mais un basculement, celui d'un continent décidé à écrire son propre manuel. L'enjeu dépassait la reconquête militaire, c'était une épreuve de souveraineté, une promesse faite à un siècle d'attente. Chaque mètre de sable repris signifiait qu'un peuple pouvait définir son destin sans permission extérieure. Le risque, lui, était colossal. Échec équivalait à retour sous tutelle, succès à un précédent irréversible. Et c'est dans ce pari, tendu entre humiliation passée et fierté à venir, que naquit l'Alliance du Sahel, car au-delà des armes, l'opération mesurait la capacité d'un État à transformer la mémoire en plan et la colère en cohésion. Dans ce désert où la patience s'était épuisée, un nouvel horizon s'ouvrait. Le droit de se défendre devenait enfin le droit d'exister. La révélation fut presque discrète. À 03h40, les premiers drones codés au Sahel prirent leur envol. En quelques minutes, les caméras thermiques confirmèrent ce que les analystes jugeaient impossible. Une frappe synchronisée sur trois théâtres sans coordination étrangère. Sous les écrans, Ibrahim Traoré ne célébra pas. Il observa. Il savait que l'instant mesurait 50 ans de dépendance renversée en une seule décision. Depuis des décennies, le Sahel vivait au rythme des missions internationales. Chaque programme promettait la stabilité et se terminait par un désert plus vaste, des villages plus vides. En 2024, plus de 2,5 millions de personnes étaient déplacées, et les provinces entières d'Arbinda et de Gao n'étaient plus que des chiffres sur des rapports. Les enfants apprenaient le son des drones avant celui de la pluie. Dans les villes frontalières, les mères priaient pendant un sieste sans réponse, les pères creusaient des tombes peu profondes. C'est dans ce vide que naquit la rencontre. Non pas à Paris ni à Bruxelles, mais dans des salles anonymes de Bamako et de Niamey. Pas de traducteurs, pas de conseillers. Seulement des officiers africains qui avaient trop perdu pour continuer à attendre. Le mot unité revint d'abord comme un murmure, puis comme une équation. Si nous partageons la douleur, nous partageons le commandement. L'alliance AES fut signée dans la poussière, sous une ampoule suspendue. Peu de caméras, peu de discours. Mais pour ceux qui y étaient, c'était une ligne de survie tracée à l'encre et non à l'encre diplomatique. Les ingénieurs du Niger cartographièrent un réseau de drones locaux. Les codeurs de Bamako bâtirent des canaux chiffrés. Et sous la lumière vacillante, Ibrahim Traoré prononça une phrase qui resta: Nous définirons le champ de bataille. Ainsi, l'histoire reprit souffle et le désert, pour la première fois, écouta. Au centre de la carte, il y avait des visages. Pas ceux des généraux étrangers, mais ceux de jeunes officiers sahéliens qui avaient grandi entre les coupures de courant et les manuels de tactique importés. Parmi eux, le capitaine Diarra du Mali dirigeait un détachement de reconnaissance à moto. À ses côtés, l'adjudant Ouedraogo du Burkina Faso cartographiait les itinéraires d'approche avec un simple GPS civil. Tous avaient en tête la même directive d'Ibrahim Traoré:
Aucun tir ne sera donné pour l'honneur, mais pour la précision. Le premier impact fut humain avant d'être stratégique. À Arbinda, un convoi intercepté permit de libérer 50 civils retenus depuis des mois. À Gao, les habitants virent pour la première fois un drapeau africain flotter sans escorte étrangère. Dans les rues, des prières devinrent des applaudissements, discrets mais inédits. Dans les bases, les transmissions changeaient de ton. Les soldats, épuisés, s'appelaient par leur prénom plutôt que par leur grade. Le mot mission avait perdu son goût bureaucratique pour redevenir un acte de volonté. Ibrahim Traoré lui-même observait ces signaux avec retenue. Il savait que l'émotion, si elle dominait la discipline, pouvait briser l'élan. Mais cette fois, le souffle collectif était trop fort pour s'éteindre, car au-delà des cartes et des objectifs, une autre bataille venait de commencer, celle de la dignité. Et dans ce désert où les nations s'étaient longtemps effondrées, le simple fait d'agir ensemble devenait déjà une victoire. La veille de la bataille, le désert était plus froid qu'aucun souvenir ne le disait. Le vent s'était tu, le sable s'était figé. Sous une tente de commandement isolée, Ibrahim Traoré se pencha sur un moniteur dont la lueur vacillait. Autour de lui, les officiers du Mali, du Niger et du Burkina Faso attendaient sans un mot. Pas de protocole, pas d'observateur, seulement le silence, dense comme une promesse. Puis vint la phrase brève, presque chuchotée, et nous définirons le champ de bataille. À 03 et à 40, les premiers drones, conçus et programmés par des ingénieurs sahéliens, s'élevèrent au-dessus des dunes. Ils glissèrent comme des insectes silencieux, transmettant en temps réel la chaleur des camps ennemis. Sur les écrans, les signatures thermiques clignotaient, grappes de moto, tentes, dépôts de carburant. Quelques secondes plus tard, le désert s'embrasa. Les systèmes SR5 du Burkina Faso rugirent, traçant des arcs oranges dans le ciel nocturne. Les roquettes tombèrent sur les colonnes motorisées de Janim, transformant le sable en un océan de feu. Le sol vibra jusque dans les villages voisins. Pour la première fois, le tonnerre des armes ne signifiait plus la peur, mais la reprise. Au lever du jour, les forces maliennes frappèrent depuis le ciel. Guidées non par des satellites étrangers, mais par les drones locaux, leurs missiles découpèrent les lignes de fuite. Simultanément, les unités blindées du Niger progressaient au sol, coordonnées par un réseau AES entièrement chiffré. Chaque mouvement était local, chaque décision issue du terrain. Aucun ordre venu d'ailleurs, aucune validation diplomatique. Ce n'était plus une opération sous tutelle, c'était une orchestration née du terrain, une symphonie de discipline et de confiance. Vers midi, les positions ennemies s'effondrèrent. Les motos, jadis symboles de leur mobilité, n'étaient plus que carcasses fumantes. Les entrepôts de carburant brûlaient, les communications étaient coupées. Les assaillants, aveuglés, encerclés, tentèrent de fuir, mais chaque route était verrouillée par la coordination interarmée. Dans les postes de commandement, les opérateurs observaient sans triomphalisme. L'invraisemblable venait de se produire et il fallait encore tenir. À 14 heures, le calme retomba sur Tindiban. Les soldats sortirent des abris couverts de sable, les yeux rougis mais lucides. Personne n'applaudit. Le silence valait mieux que les discours. Ils disaient tout, l'épuisement, la fierté, la stupeur. Dans les villages, les habitants sortirent à leur tour, scrutant l'horizon où montaient encore des colonnes de fumée. Ils savaient, avant même la radio, que quelque chose venait de changer. Dans l'après-midi, une phrase circula de bouche en bouche. Le Sahel se défend. Cette journée de 48 heures n'effaça pas les décennies, mais elle redonna au mot Afrique une signification que l'histoire lui avait confisquée. Sous le ciel incandescent,
Ibrahim Traoré se tenait debout, immobile, conscient que cette victoire n'était qu'un commencement, celui d'une indépendance prouvée, non proclamée. Les chiffres, cette fois, ne venaient pas des chancelleries étrangères. Ils sortaient du terrain, transmis par les radios locales, confirmés par les observateurs civils. En 48 heures, plus de 2 kilomètres de territoire furent repris dans la zone de Tindiban, autrefois considérée comme imprenable. La variation était nette. D'un couloir terroriste actif à un espace sécurisé à 92%, selon les relevés satellitaires du 6 octobre 2025. Chaque donnée traduisait un basculement réel, non symbolique. Les pertes civiles furent inférieures à 2%, un taux historiquement bas dans une région où les opérations étrangères avaient souvent dépassé 15% d'erreurs collatérales. Cette précision, soulignait Ibrahim Traoré, n'était pas le fruit d'une technologie importée, mais de la discipline locale et de l'adaptation au terrain. Les drones sahéliens, conçus à Niamey et à Bamako, avaient une portée réduite mais un temps de réaction plus court de 38% par rapport aux modèles occidentaux. La différence se voyait sur le sol. Moins de zones grises, plus de coordination entre les troupes. Les transmissions cryptées de l'AES montraient un taux de synchronisation interarmée de 87%, sans relais étrangers. Ce chiffre, vérifié par des analystes indépendants à Dakar, constituait un record pour une coalition née moins d'un an plus tôt. Même les observateurs sceptiques admettaient que la logistique s'était améliorée. Le ratio carburant-consommation avait chuté de 28%, signe d'une planification fine et d'une autonomie logistique inédite. Mais les nombres n'étaient qu'une partie de l'histoire. Chaque pourcentage représentait une famille revenue, une école rouverte, un marché qui reprenait vie. À Arbinda, les habitants comptèrent 3 jours sans explosion, une première depuis 2018. À Gao, les réfugiés commencèrent à rentrer, reconstruisant les toits avant même que les rapports officiels ne soient publiés. Les chiffres durs et froids se transformaient en souffle. Pourtant, au sein même de la victoire, Ibrahim Traoré restait prudent. Il savait que la force attire toujours le défi. Les radars signalaient déjà des regroupements résiduels au nord du fleuve Niger. Passate Petsi. Nous avons gagné une bataille, pas encore la paix, rappela-t-il à ses officiers. Et cette lucidité faisait partie du calcul, maintenir la vigilance sans glisser vers la surexpansion, car les chiffres, si impressionnants soient-ils, n'étaient qu'un miroir. Le véritable indicateur, disait Traoré, se lirait dans la durée. Combien de jours le Sahel resterait maître de sa propre sécurité? À la fin de la première semaine, la réponse commençait à se dessiner. Dans les journaux locaux, une phrase revenait partout. La Terre se souvient de ses enfants. À mesure que les images de Tindiban circulaient, deux récits s'affrontèrent. Le premier, dominant dans les capitales occidentales, affirmait que la victoire de l'AES n'était qu'un épisode éphémère, rendu possible par la surprise et l'improvisation. Sans soutien logistique durable, disait-il, aucune alliance du Sahel ne pourrait tenir face à la complexité d'une guerre prolongée. Selon ces experts, l'absence d'appui international exposerait tout du tard l'alliance à l'usure financière, politique, morale. Le second récit, plus discret mais tout aussi rigoureux, venait du terrain. Il défendait l'idée que la réussite d'Ibrahim Traoré et de ses homologues reposait non sur la force brute mais sur l'inversion du paradigme. En retirant le filtre des intermédiaires, le Sahel avait gagné en réactivité et en cohérence. Chaque erreur n'était plus un scandale diplomatique, mais une leçon immédiate. L'absence de contrôle extérieur permettait une adaptation continue, presque organique, à la réalité mouvante du désert.
Les critiques évoquaient aussi le risque de dérive autoritaire. Mais les faits restaient têtus. Depuis octobre 2025, aucun couvre-feu prolongé, aucune purge interne n'avait été signalée. Les rapports de Niamey et de Ouagadougou mentionnaient au contraire un retour progressif des institutions civiles. Des écoles avaient rouvert, les marchés reprenaient, et les médias locaux diffusaient à nouveau des programmes en langue nationale. L'autorité militaire n'effaçait pas la société, elle la réarmait symboliquement. Face à ces deux visions, Ibrahim Traoré répondit sans rhétorique. Le monde nous juge sur la durée, qu'il nous laisse donc le temps de durer. Une phrase simple, mais chargée d'équilibre. Là où certains voyaient une militarisation, d'autres reconnaissaient une transition assumée. Car ce que la guerre avait révélé, ce n'était pas la nostalgie d'un État fort, mais la naissance d'une confiance nouvelle, celle d'un continent qui ne cherchait plus d'approbation, seulement de reconnaissance. Leur sa- Le respect change tout. Ces trois mots, prononcés un soir par un colonel américain à la télévision, traversèrent les océans plus vite que les dépêches diplomatiques. Ce n'était ni une excuse ni une concession, c'était un constat. Pour la première fois depuis des décennies, le Sahel n'était plus un dossier mais un acteur. Dans les chancelleries de Paris et de Washington, le silence remplaça les analyses. Comment une alliance née sans budget, sanctionnée, privée d'appui extérieur, avait-elle pu accomplir en 2 jours ce que 20 ans d'intervention n'avaient pas su faire? Les think tanks parlaient de miracles tactiques, les stratèges de désordre géopolitique. Mais sur le terrain, Ibrahim Traoré n'écoutait ni les louanges ni les doutes. Il observait les écoles rouvrir et les drapeaux se redresser. Cette bascule à mi-parcours fut moins une victoire qu'une révélation. L'indépendance n'était pas une posture, mais une compétence. Et à ce moment précis, dans les rues de Bamako et les marchés de Niamey, les enfants cessaient d'apprendre la peur pour commencer à apprendre la fierté. Lorsque la poussière de Tindiban retomba, les cartes géographiques n'avaient pas changé, mais les regards, eux, n'étaient plus les mêmes. Sur le plan national, au Burkina Faso, l'effet immédiat fut institutionnel. La doctrine intelligence, mobilité, unité entra dans les académies militaires, inscrites comme principe fondateur. Les officiers formés à l'étranger furent invités à réintégrer le dispositif local. Le taux de redéploiement administratif dans les zones reprises atteignit 84% en 3 mois, un record depuis 2012. Ibrahim Traoré insista: la souveraineté n'est pas un mot, c'est une logistique. Et cette phrase devint la ligne directrice des politiques publiques du Sahel. Sur le plan économique, les marchés frontaliers, longtemps paralysés, rouvrirent sous protection AES. Les flux de bétail et de céréales augmentèrent de 41% entre octobre et décembre 2025, selon les chambres de commerce locales. Les routes jadis minées furent sécurisées par des unités mixtes. Les taxes réapparaissaient, non plus imposées de l'extérieur, mais réinvesties dans les communes. À Niamey, les premières coopératives agricoles AES furent enregistrées, symbole d'un retour à la production et à la dignité du travail. Sur le plan social, dans les villes, la victoire prit une forme humaine. À Arbinda, les femmes repeignirent les façades avec les couleurs du Sahel. À Gao, les enfants hissèrent les drapeaux en chantant les initiales de l'Alliance. Les radios diffusaient de nouveaux refrains. L'Afrique se défend. La population retrouvait ce que l'aide n'avait jamais su offrir, une appartenance. Les cérémonies militaires se transformèrent en fêtes civiques. Le mot victoire cessa de signifier bataille gagnée pour devenir dignité retrouvée. Sur le plan régional, au-delà des frontières, les échos se multipliaient. En Guinée, le colonel Doumbouya salua le miroir du potentiel africain. Au Ghana, des chercheurs étudièrent la tactique AES comme modèle d'autonomie.
Au Cameroun, au Congo et au Sénégal, les foules scandaient les 3 lettres AES jusqu'à en faire un rythme. Les chancelleries, d'abord méfiantes, durent reconnaître la stabilité de la coalition. Aucun affrontement interne, aucune dissension majeure. L'alliance, née dans la poussière, devenait un précédent politique. Ainsi, les conséquences de Tindiban dépassaient les lignes de front. Elles redessinaient la carte mentale d'un continent longtemps réduit au rôle de spectateur. Sous le soleil du Sahel, Ibrahim Traoré n'avait pas seulement mené une campagne, il avait redéfini la possibilité de la confiance. Dans les mois qui suivirent la victoire, une question domina toutes les réunions de l'AES. Que faire du pouvoir repris? Ibrahim Traoré y répondit sans emphase: le pouvoir ne vaut que s'il construit. Mais la route vers la stabilité dépendait de plusieurs trajectoires possibles. La première, jugée la plus probable par les analystes africains, était une consolidation lente. Les armées du Sahel maintiennent la coordination tactique, tandis que les gouvernements réintègrent progressivement les services civils. La priorité: l'éducation, la sécurité alimentaire, la formation technique. Les tensions avec les puissances extérieures persistent, mais sans rupture ouverte. Le Sahel apprend à respirer à son propre rythme. Une autre possibilité, plus optimiste, envisagerait une renaissance stratégique. Dans ce cadre, l'AES deviendrait un modèle d'intégration régionale. Les sanctions se desserrent, les investissements locaux affluent, des corridors agricoles remplacent les anciennes zones de guerre. Les jeunes ingénieurs sahéliens conçoivent des prototypes de drones civils et les universités rouvrent sous un nouveau nom: Institut Ibrahim Traoré de souveraineté appliquée. Le mot autonomie cesse d'effrayer, il inspire. Cependant, une troisième trajectoire, plus pessimiste, restait possible. C'est celle qu'Ibrahim Traoré redoutait le plus. L'euphorie retombe, les égos se heurtent, les vieilles influences reviennent sous d'autres formes, économiques, médiatiques, numériques. Les divisions internes pourraient affaiblir la cohésion AES, ouvrant la voie à une nouvelle dépendance. Dans ses notes privées, Traoré avertissait: le lion s'est souvenu de sa force, mais les chasseurs se réveillent toujours. Entre ces chemins, une certitude demeure: la souveraineté n'est pas un État, c'est une vigilance. Et comme il le répétait à ses aides de camp, si nous avons appris à définir le champ de bataille, il faut désormais apprendre à en définir les limites. Dans les rues de Bamako, les tambours qui jadis pleuraient les morts battaient désormais pour célébrer la survie. Ce rythme ancien, revenu du fond des âges, liait les villages entre eux plus sûrement que n'importe quelle ligne téléphonique. Chaque coup de tambour disait la même chose: nous sommes encore là. À Ouagadougou, une femme nommée Mariam tenait contre elle une photo effacée par le sable. Son mari, tombé 3 ans plus tôt, n'avait jamais revu la maison. Lorsque la radio diffusa la voix d'Ibrahim Traoré déclarant: le Sahel arrête de saigner de ses propres mains, elle ferma les yeux et répondit simplement: je peux me reposer. Cette phrase fit le tour du continent en 24 heures. On la peignit sur les murs, on la grava sur des bracelets, on la chanta dans les écoles. Les émotions traversaient les frontières plus vite que les chiffres. En Guinée, des enfants allumaient des bougies au coucher du soleil. Au Ghana, des étudiants débattaient des solutions africaines aux problèmes africains. Dans les salons d'Europe, certains téléspectateurs coupaient le son de leurs écrans, troublés par une dignité qu'ils n'avaient jamais perçue ainsi. Ce n'était plus la misère qu'ils voyaient, mais la maîtrise. Et sous ce souffle collectif, un lien nouveau se formait, non entre États, mais entre regards. Pour la première fois depuis longtemps, le monde ne parlait plus sur le Sahel. Il commençait à l'écouter. Lorsque les célébrations se calmèrent, Ibrahim Traoré réunit ses commandants sous le même auvent de tôle où tout avait commencé. Aucune bannière,
Aucun protocole, seulement un tableau couvert de poussière et 5 lignes de craie. Éduquer, nourrir, protéger, produire, relier. C'était la feuille de route de l'après-victoire. La première étape était d'éduquer, rouvrir les écoles, recruter des enseignants, réécrire les programmes en langue locale. Le but, former une génération qui sache lire ses propres cartes avant celles des autres. La deuxième étape était de nourrir, transformer les anciens champs de bataille en zones agricoles, là où les bombes tombaient, planter du mil et du maïs. Les ministres de l'AES fixèrent des objectifs clairs. Autosuffisance à 70% d'ici 12 mois. La troisième étape était de protéger. Créer un réseau de sécurité intégré, civil et militaire, avec centre d'alerte communautaire. La sécurité devenait non plus une surveillance, mais une solidarité. La quatrième étape était de produire. Lancer des ateliers de drones civils et d'électronique à Niamey et Bamako. Les ingénieurs sahéliens, soutenus par des universités locales, travaillaient sur des prototypes destinés à l'agriculture et à la cartographie. La cinquième étape était de relier, mettre en place une plateforme AES numérique reliant marché, écoles et institutions. Un réseau pour penser ensemble, non pour dépendre. À la fin de la réunion, Traoré conclut simplement: la victoire militaire nous a rendus visibles. La victoire morale, elle, dépendra de ce que nous construisons dans le silence. Le soir de son retour à Ouagadougou, Ibrahim Traoré refusa toute cérémonie. Il marcha seul sur la cour du quartier général, les bottes couvertes de poussière, tandis qu'un vent chaud balayait les arbres secs. Autour de lui, les jeunes officiers restaient immobiles, conscients d'assister à autre chose qu'un discours. Traoré leva les yeux vers le ciel rouge et dit doucement: la prochaine guerre ne sera pas contre des hommes armés, mais contre le doute. Ces mots suspendirent l'air. Ils devinrent une prière, puis un principe. Dans les écoles, on les écrivit au tableau. Dans les marchés, on les répéta comme un proverbe. Car au fond, c'est cela que le Sahel avait conquis: la confiance. Pas la victoire des armes, mais celle de l'esprit, la certitude d'être capable sans permission. Et dans le silence qui suivit, le désert sembla répondre, non par le vent, mais par un battement lent, celui d'un continent qui se souvenait enfin de son nom. Quand la nuit tomba sur le Sahel, les dunes d'Abé semblèrent respirer avec le vent. Les radios locales diffusaient encore la voix d'Ibrahim Traoré, calme et presque paternelle. Nous ne nous levons pas pour impressionner le monde. Nous nous levons parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Au-delà du Burkina Faso, cette phrase devint un miroir pour tous ceux qu'on avait appris à attendre, car ce qui s'était passé à Tindiban n'était pas un soulèvement, mais un réveil, un rappel que la dignité n'a besoin d'aucune autorisation. Chaque terre oubliée, en se souvenant qu'elle vaut, rapproche un peu plus l'humanité de l'équilibre. Le message final n'était ni un slogan ni une promesse. C'était une invitation. Partager cette histoire, non pour la gloire, mais pour la solidarité. Parce que lorsque le monde apprendra à écouter au lieu de diriger, alors peut-être que l'histoire, elle aussi, saura enfin respecter ceux qui la vivent.